Et bonjour tout le monde! On se retrouve dans un setting un peu différent de l'habitude. On commence déjà avec un anglicisme, ça commence très bien pour un titre qui s'appelle La Balado SFTV. Donc bonjour à tous, et oui, Olivier Turcotte en compagnie de mes trois acolytes habituels sur SFTV, soit Eric Godot-Drapeau, Luc Carbonneau ainsi que Pierre-Luc Dallaire qui ont moins là d'habitude, mais revient donc avec nous quand même a été quelques fois quand même au sein de iRacing Challenge, entre autres, et les événements comme la NACL, j'allais dire, une autre ligue qu'on nommera pas aujourd'hui, entre autres. Donc, voilà. Donc, la balado, qu'est-ce que c'est en gros? Eh bien, c'est un titre temporaire pour l'instant parce qu'on essaie de faire un peu de brainstorm ou de. Luc, Premier ménage. Jamais ménage, merci beaucoup. Tu vois, Luc, c'est le fun, je peux toujours me fier sur toi quand il s'agit de trouver une version française d'un mot. Ça, tu me sauves à chaque fois et j'adore ça, mon cher. Merci, Luc, d'avoir repris ce rôle que je me servais, mais qu'Olivier n'a pas pris le temps de me donner le crédit pour. Ça, c'est un détail, Eric. Donc, voilà. Blague à part, pour revenir, donc, c'est vraiment un titre temporaire. D'ailleurs, si vous avez une idée de titre pour quelque chose relié donc à la course automobile et au sim racing, on fait vraiment sur les deux. C'est notre expertise sur SFTV principale. Donc, voilà. C'est de ça que va traiter cette balado. Également, on parle balado, mais oui, on est en direct présentement, donc un peu particulier pour dire balado quand on est en direct. Mais ça va se retrouver donc normalement là, sur des sites tels que Apple Podcasts et autres. On va travailler là-dessus dans les prochaines semaines pour vous emmener ça. Donc, inquiétez-vous pas, c'est vraiment c'est du work in progress pour l'instant, mais on s'attend vraiment à avoir tout un premier épisode, parce que regardez les sujets que vous avez à la gauche. Pour ceux qui nous regardent, ça commence très fort. Donc, on va commencer. On peut commencer tout de suite, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, messieurs. Ouais, je vais vous glisser un mot sur le fait que c'est quand même un projet que ça fait quelques semaines là, qui germe dans l'enceinte, on va dire, de SFTV. Là. Très content de le présenter et de l'amener sous ce format. Format qui est un peu nouveau pour nous également, donc ça va être très intéressant de discuter des sujets chauds de l'heure, autant dans le sim racing que dans la course automobile réelle. Moi, je trouve que c'est un beau projet, surtout que quand même, en parlant de course automobile, on a quand même deux spécialistes, si on veut, de circuit routier, parce qu'on vous avez moi puis Olivier qui sont beaucoup d'expérience sur circuit routier, ça n'a rien enlevé à Eric. Mais Pierre-Luc Dallaire et Eric sont peut-être plus habitués sur des circuits ovales que moi et Olivier. Donc, ça permet d'avoir un peu une variété là, au niveau de la connaissance, autant sur les différents tracés qu'on peut avoir. Moi, de mon côté, je vais être là pour apprendre plus ou moins parce que je suis très bien entouré. On a les trois commentateurs des séries qu'on a actuellement sur les ondes d'SFTV. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai quand même une opinion assez pointue sur certains sujets. Donc, on va passer ça se encore cher. Et je tiens à rappeler qu'en termes de contenu historique et de ce que j'appelle l'encyclopédie de la course automobile, ben vous avez trois experts et vous avez le gars qui se trompe tout un date. Ça, c'est un fait. Donc, le gars qui se trompe d'un date, c'est moi, c'est ça? Non, c'est moi. Ah, ok. Un self-burn pour commencer les épisodes, c'est vraiment génial. Donc, voilà. Vous voyez un peu le ton que va prendre justement cette balado. Donc, un ton très bon enfant où on va se faire plaisir, je pense, messieurs, tout au long de ces diffusions. Voilà, commençons donc par notre premier sujet. Et c'est un peu un sujet d'actualité après ce qu'on a vu, donc, cette semaine. Oui, ça vient cette semaine. Donc, les médias sportifs et le sim racing. Incompréhension ou ignorance? Est-ce une question? Ouais. En fait, on va faire un petit topo. Ce qui nous a un peu intéressé de ce côté-ci, c'est une chronique qui vient d'RDS. Et ainsi, je dirais, l'ensemble de l'œuvre d'RDS et TVA Sport, même TSN en fait, dans le Canada anglais, un peu le même problème. Et même, j'inclurais même ESPN aux États-Unis. Donc, les médias sportifs qui... On est dans une situation présente où, justement, on a une pandémie qui ravage la Terre entière et qui empêche de tenir les événements sportifs. Peu importe lesquels, qu'on parle hockey, présentement, c'est arrêté. Le soccer, c'est arrêté. Il y a certaines lignes qui repartent, comme la ligue allemande, qui repart, entre autres, je crois, la semaine prochaine.
La Formule 1, le NASCAR qui, oui, va repartir. On va en parler un petit peu plus tard dans cette émission. Mais justement, le sim racing, c'est l'occasion rêvée présentement de pouvoir monter. On est dans la circonstance où on a... je vais utiliser une expression que tu aimes beaucoup utiliser, Eric, par rapport au sim racing. On parle vraiment de... C'est le e-sport qui se rapproche le plus du sport qu'il vise à émuler. Donc, présentement, on a une opportunité énorme et la plupart des pilotes se sont gréés en équipement de sim racing très rapidement. On parle de même un Sébastien Vettel, entre autres, qui, il y a quelques semaines, n'avait pas de simulateur chez eux, et voilà, il y en a un maintenant, et pas piqué des verres non plus. Et on a cet article-là, justement, qui vient d'RDS, qui est intitulé L'occasion ratée du sim racing. Et là, le problème que j'ai, messieurs, je vais lancer la discussion là-dessus. Autant que l'article amène certains points, autant qu'encore une fois, c'est encore les médias traditionnels qui vont venir taper sur le clou que c'est du sim racing, c'est pas la vraie chose, ça compte pas, il y a pas des. C'est quasiment, ça sent pas le gaz, fait que c'est pas intéressant. Comment vous percevez ça, messieurs? Écoute, moi, personnellement, ce qui est très difficile à faire comprendre, c'est surtout lorsqu'on voit les pilotes. Je pense, là, messieurs, vous allez dans la communauté québécoise, là, je pense que c'est sans l'ombre d'un doute, c'est possiblement les deux des meilleurs pilotes. Je pense à des gars comme Guillaume et William Lévesque. Je pense aussi à un Phil Bouchard ou à un Bruno Pichette qui, faites attention, messieurs, là, puis je pense que c'est important de le préciser, donne énormément de temps à la pratique sur les différents tracés qu'ils pratiquent et qui font très bien, qui prennent ça très au sérieux et qui le démontrent dans différents championnats qui sont en mesure de très bien performer. Et là, vous avez des articles comme ça qui sortent un peu. J'ai été surpris de voir que, d'un, on n'a pas nécessairement fait mention des courses canadiennes qui ont lieu. On s'est beaucoup concentré à l'international, alors qu'on sait qu'en ce moment même, bon, il y a Adam Ross du côté de la NASCAR Pinties qui a parti avec le fils d'Alain Labrosse une ligue de courses simulées en NASCAR en modèle Xfinity. On sait qu'au niveau GT également, donc... Là, qui est diffusé sur RDS Jeux vidéo, il faut quand même le mentionner. Exactement, mais on n'a pas eu la même type de plateforme et c'est drôle parce que justement, des gars comme Alexandre Tagliani, Kevin Lacroix, Andrew Ranger le mentionnaient qu'on vous désirait avoir une diffusion en direct des épreuves de la série Penties. Et là, à ce moment-là, on a des chances d'avoir des équipes, un championnat canadien qui se déroule en sim racing dans un contexte où il n'y a absolument rien en direct à diffuser à l'exception des reprises dans tous les sports. Fox a saisi l'opportunité, même chose avec NBC en IndyCar et en NASCAR, ils l'ont fait. Alors, c'est un peu dommage d'avoir ça, même si, faut quand même l'avouer, il y a certains pilotes, et je pense notamment, c'est possiblement les deux incidents qui ont le plus marqué lorsque l'IndyCar s'est déplacé au Indianapolis Motor Speedway avec l'incident de Simon Pagenaud et de Santino Ferrucci. On s'est fort possiblement concentré extrêmement sur ces deux incidents-là qui sont survenus dans la même heure, là, à quelques minutes près. Alors, c'est un peu dommage de voir qu'on se concentre vraiment que sur le négatif, alors qu'il y a certains d'autres médias un peu plus nichés, là, je pense notamment à Pole Position, qui ne cessent de quand même faire la promotion des différentes séries de courses virtuelles qui ont lieu en ce moment. Oui, et d'ailleurs, Luc, t'as oublié de mentionner, une de ces séries-là, on la diffuse justement sur SFTV, c'est le Canadian Racing Challenge. Tu as mentionné un peu au niveau du GT, mais c'est vraiment tout ce qui est tout le côté routier canadien qui est là-dedans, même certains qui sont reliés un peu aux Pinties, qui sont dans cette série-là en plus. Donc, vraiment, c'est soit les petites plateformes comme nous qui vont un peu tirer la épingle du jeu, qui vont pouvoir bénéficier de toute cette situation-là, alors que, justement, au niveau des grands médias, eh bien, c'est du snobbing, là, littéralement. Moi, ce qui me met un peu hors de moi là, dans cette histoire-là, c'est que le sim racing avait une occasion, une très grosse occasion de se démarquer. C'était là. Si on avait laissé peut-être quelques mois pour les laisser rouler, les laisser s'habituer, parce qu'évidemment, il y a des nouveaux pilotes qui sont rentrés dans cette sphère-là là, de la course automobile, qui n'ont jamais vraiment fait ça au préalable. On aurait probablement eu beaucoup plus de contenu avec des courses intéressantes dans plusieurs séries différentes. Le problème qu'on a, moi je pense que c'est de l'incompréhension. En commençant, en partant, je veux dire, dans les premières semaines,
On a eu l'histoire à Kyle Larson, qu'on répétera pas Non, mais on sait tout ce qui s'est passé. On sait tout ce qui s'est passé. On dira pas les termes qu'il a mentionnés, mais pour ceux qui étaient pas au courant, Kyle Larson qui a été évincé de son équipe après un incident qui s'est déroulé dans un serveur virtuel sur iRacing où il a déclaré ou du moins été de propos racistes. On va me dire les vraies choses, on va dire les faits. Larson qui a été retiré de son contrat dans son équipe professionnelle de NASCAR dans la Cup. Là, il ne conduira plus le numéro 42. C'est Matt Kenseth qui l'a remplacé. Exact. Puis, pour rester dans la même sphère, si on veut, le NASCAR, il y a Bubba Wallace aussi qui a perdu un commanditaire à cause de ses propos vraiment inutiles là, sur Twitter. Là. Surtout en fait, c'est un rage quit. C'est un rage quit dans son cas, littéralement. Exactement. En plus d'être un rage quit, il a pratiquement dénigré le monde virtuel en disant que c'est juste un jeu vidéo. C'est parce que le problème, c'est qu'on parle d'un jeu de simulation. Là. À part les vibrations de la voiture, là, c'est pas mal ce qu'on va ressentir dans le réel. Là. Puis, à ça, on va ajouter ce qui s'est passé sur le circuit d'Indianapolis à IndyCar là, avec Lando Norris puis Simon Pagenaud. Là, ça, c'était complètement dégueulasse puis inapproprié. Puis Ferrucci, il n'y a rien qui me surprend de sa part. Il avait déjà fait à Silverstone il y a 2 ans, quelque part. Je comprends même pas pourquoi NBC a permis à ce qu'il course. Exact. C'est ce que je me disais aussi. Puis, au début, je me disais, ça me surprend pas. Probablement qu'il était sur son téléphone cellulaire pendant qu'il roulait, puis il l'a frappé sans le vouloir, tu sais. Le connaissant. C'est littéralement ça qui est arrivé. Et pour la première fois de ce podcast, mesdames, messieurs, on va appuyer sur F pour faire le respect. Mais bref, c'est une occasion complètement ratée parce que le problème qu'on a avec le virtuel versus les courses qu'on voit là, qui est diffusé partout là, à travers la planète, c'est que c'est à la télévision, puis ils vont chercher un auditoire beaucoup plus élevé qu'en ligne. Puis là, le problème que nous, on a sur l'environnement virtuel, c'est qu'on essaye de faire un build-up un peu de ça, de sortir la tête de l'eau pour justement prouver à tout le monde que le virtuel a sa place. Ça doit être considéré comme un sport. Si on considère le poker comme un sport à RDS, pourquoi qu'on ne considérerait pas la course automobile de simulation virtuelle comme un sport? C'est pour ça que j'ai un petit peu de misère avec ça. Puis malheureusement, le virtuel se fait servir la médecine à la sauce Ligue nord-américaine de hockey. C'est-à-dire qu'on ne parle qu'en mal du virtuel, puis on ne ressort pratiquement rien de ce qui s'est passé qui était positif. Merci Pierre-Luc de faire un segue parfait vers le point que je voulais amener. C'est une tendance médiatique et je parle pour cause, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis analyste avec des Marquis de Jonquière sur les ondes de CKG 92.5 avec Dominique Bolduc, que je salue d'ailleurs à l'instant. Donc, côté Ligue nord-américaine, si tu me parles d'un sujet que je connais, tu tombes directement dans mes cordes. Et oui, ce qui est malheureux, c'est que la presse médiatique va parler des événements négatifs et des événements qui vont à l'encontre de la réputation de ces organisations-là. Et je vais inclure la nord-américaine et le sim racing dans le même bateau, puisque c'est le même traitement. On va parler des mauvaises choses, on va parler des aspects négatifs, on va couvrir les incidents au lieu de mousser et de promouvoir les belles choses qui sortent de ces organisations-là et de ces événements-là. Exactement. Donc, j'ai vraiment rien d'autre à dire là-dessus. Tu complètes très bien. On parlera pas, par exemple, de Alex Albon qui a remporté une victoire vraiment brillante dernièrement. C'est sûr que, la plateforme F1, c'est un peu moins simulation, mais quand même, ça reste de la course automobile. Mais par exemple, on va parler des gestes disgracieux qui se sont passés dans les dernières semaines. Ça, on va en entendre parler énormément. C'est là que j'ai un peu de misère avec ça. Vous allez m'amener je vous amène sur 2 points. Et Dallaire, merci de faire le pas, parce qu'avec la F1, justement, je voulais en parler. Tu sais, en partant, je comprends qu'on veut garder les pilotes. C'est bien correct qu'on s'entend que sur Internet, des fois, il peut arriver ce qu'on appelle des codes nets. C'est-à-dire que l'emplacement des 2 voitures ne convient pas exactement aux 2 connexions Internet. Fait que ça fait en sorte qu'il peut y avoir des incidents qui arrivent. Un peu comme qu'il y a sur la plateforme iRacing, ça peut arriver sur toutes les autres plateformes. Même qu'iRacing, on pourrait dire que c'est pas mal la plateforme qui a le meilleur système de code net, pour ainsi dire. Et voilà.
Et le problème avec ça, lorsque tu vois une série officielle, comme la F1, qui ne joue pas en dégâts de simulation, où est-ce que les voitures ne sont pas abîmées, et que tu vois un gars comme Johnny Herbert qui a 45 ans dépassé, qui décide de faire le clown, littéralement. Il a littéralement fait le clown à Bahreïn et qui n'a pas de dégâts sur la voiture non plus. Comment voulez-vous vendre un produit que, je tiens à rappeler, la F1 depuis 2017 essaie de faire des championnats internationaux de e-sport avec son jeu de Codemaster et que là, on met les professionnels et parce que c'est des professionnels, on décide de ne pas mettre les dégâts en mode simulation. Je m'excuse. Au contraire, c'est le bon moment pour justement y aller avec le mode de simulation avec les dégâts réels à 100%. C'est des professionnels dans la vraie vie. Ils ont une connaissance quand même des voitures. Je veux bien comprendre que le style de pilotage est peut-être pas le même qu'en vraie vie. Ça s'explique parfaitement. Puis on le voit que les pilotes professionnels ont besoin d'un temps d'adaptation. À partir du moment qu'une série comme la F1 ne met pas les dégâts en simulation à 100%, ça cause un problème. Et le deuxième point, je voulais amener, et on le sait tous, messieurs, les athlètes professionnels de e-sports, peu importe le jeu, ils font également du sport ou du yoga ou des pratiques de réflexe de 3 à 4 heures par jour. Alors, les professionnels qui font du e-sport, si le sport en tant que tel n'est pas considéré, ils font quand même 3 à 4 heures d'exercice par jour pour justement habiler les réflexes pour avoir le même niveau, la même capacité physique qu'un athlète professionnel. Oui, ça sera peut-être pas le même niveau de performance en termes bruts, mais quand même, les athlètes professionnels en simulation, également certains en sim racing, vont vraiment avoir littéralement une forme de santé qui va dépasser 90% de celle des gens de la moyenne de la population. Et ça, c'est un Et Luc, excellent point. merci. Je m'excuse, Olivier, je te prends 2 secondes. Merci, Luc, d'amener ce point-là, puisque en tant qu'entraîneur au niveau du sport électronique collégial, c'est le point qu'on essaie de défendre à tous les jours. Oui, on se fait du temps, c'est un jeu vidéo, c'est pas du sport. Pourquoi vous appelez ça du sport électronique? Mais l'engouement de ces jeunes-là, l'engouement et leur passion et leur investissement personnel à gérer leur nutrition, gérer leur temps, gérer l'équilibre de vie entre leur discipline qui est leur sport électronique et leur vie réelle, soit leur emploi ou leurs études. C'est un des points qu'on amène toujours sur la table et qui passe toujours en dessous de la fameuse table. Donc, c'est un des arguments les plus criants en faveur de cette discipline-là, qui est le sport électronique, qui passe malheureusement souvent, trop souvent, là, qui n'a pas la visibilité qu'il devrait avoir. Oui, merci d'amener le point que je voulais emmener, mais de meilleure façon, vu que justement, tu as l'expérience, Eric, de ce côté-là. Voilà, c'est un excellent point parce que justement, on va aller chercher. On dit tout le temps, c'est le jeu vidéo, mais non, c'est beaucoup plus que ça pour ces jeunes-là. Et pas juste les jeunes, il y en a des plus vieux également qui vont être extrêmement forts dans le e-sport. Et je parle pas juste au niveau du sim, je parle vraiment au niveau du e-sport en général. Et à la place, on fait juste dire c'est des jeux, oui, mais on parle tellement de questions de réflexe, on parle tellement de questions incroyables que souvent les gens comprendront pas à prime abord. Mais finalement, on arrive à un point où, ok, c'est sérieux, c'est vraiment comme... c'est un sport électronique. Donc, je veux dire, on parle, il y a des endroits dans le monde, on va citer la Corée du Sud, où justement, les finales mondiales de World of Warcraft vont attirer plus d'1 million de codes d'écoute à la télé nationale. C'est pas pour rien. Je vais dire StarCraft 2, League of Legends. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme sport réfère pas juste simplement à l'activité physique, mais à l'entourage et l'encadrement que ces événements-là sont. Ce sont des ligues, ce sont des tournois qui vont avoir une couverture sportive qui va définir c'est quoi le fameux e-sport. Ils ont la chance d'avoir été... moi, je vais rajouter... Oui, vas-y. Et moi, je vais rajouter ceci. Je suis quelqu'un qui est quand même assez en forme. Je m'en cacherai pas. Je cours des 10 km, des demi-marathons. Après 1 heure et demie de simulateur, j'ai le chandail qui est complètement putrant. J'ai plein de sueur. Je dégouline de partout. Alors qu'on vienne pas me dire que le e-sport n'est pas physique parce que je peux vous garantir une chose. À certains moments, les palpitations cardiaques, ils vont facilement dépasser la fréquence de 135 battements par minute. Ouais, c'est vraiment vrai. Mais comme tu disais aussi, Eric, les jeux comme Warcraft et compagnie, ils ont aussi l'avantage de... On pourrait appeler que c'est les jeux OG de ces tournois-là, dans le sens où
c'est vraiment les pionniers à la matière pour ce qui est des tournois mondiaux. Versus, par exemple, iRacing, qui, depuis plusieurs années, se démarque, là, évidemment, là, avec tous les tournois qu'il y a. Ben, pas les tournois, mais les saisons qu'il y a. Mais c'est probablement ça qui fait en sorte que des jeux comme World of Warcraft, League of Legends ont une masse élevée de personnes qui vont suivre ces événements-là. Puis c'est là, justement, que le sim racing doit, comme je disais tantôt, sortir la tête de l'eau puis essayer de faire sa place là, auprès des grands. Ben, le sim racing, justement, où il peut faire sa place, entre autres, c'est auprès des amateurs de courses automobiles, surtout aller chercher les plus jeunes qui sont habitués justement aux jeux vidéo, qui sont habitués à tous ces environnements-là virtuels, que ce soit entre autres par les jeux qu'on vient d'énumérer, ou même que ce soit à travers iRacing, à travers ou même des simcades, ou carrément des jeux arcade. Je pense Forza Motorsports, Gran Turismo Sports, qui sont des deux très bons simcades. Ça, on va se l'accorder. Ouais. C'est pas pour rien qu'on s'en sert aussi pour faire justement du e-sport. Ça reste quand même des plateformes tout à fait valides, mais on n'est pas au niveau que Assetto Corsa, que ce soit original ou Competition, que ce soit iRacing, que ce soit R-Factor 2. On n'est pas à ce niveau-là encore, mais on est là quand même. Ou même à travers des jeux comme Need for Speed. Je veux dire, on est dans quelque chose qui est arcade à 100%, mais on attire des millions de personnes et des millions de joueurs qui vont jouer à ça. Donc, si la F1 veut survivre plus tard, passé 2030, si IndyCar veut évoluer, si toutes ces ligues-là, si NASCAR même va aller au-delà de ce qu'elle peut avoir et retrouver un peu son pic milieu des années 2000, là vous allez me dire que c'est un peu impossible, et Eric et Pierre-Luc, là-dessus, je vais être obligé de dire que vous avez probablement raison, mais va passer dans les méthodes du 21e siècle, et les jeux vidéo, c'est la méthode pour aller rejoindre les jeunes actuellement. Et je parle des jeunes, je veux dire, on a tous en bas de 30 ans ici. Je pense qu'on se sent concerné quand même dans cette masse-là, 18 à 35 ans, qui, présentement, malheureusement, pour les sports mécaniques, ben, on est un petit peu délaissé par toute la situation. C'est un fait. Faut compter aussi, ben, tu sais, ça reste mineur, mais il faut compter quand même au bout de la ligne que versus Warcraft ou League of Legends, Dota, name it, sortez tous les jeux qui pognent actuellement dans les tournois mondiaux. Le sim racing est un peu plus dispendieux versus ce type. Oui, tout à fait. C'est ça, là. On peut avoir des... tu sais, comme là, actuellement, j'avais un volant qui me coûtait 300-400$ avec les pédales. J'avais un shifter que j'ai vendu parce que je ne l'utilisais pas. Mais tu sais, en moyenne, ça coûte au minimum, il faut mettre au moins 500$ pour avoir de quoi de viable pour pouvoir faire du sim racing. Mais quand on tombe dans le jeu, prendre ça au sérieux, je veux faire 2-3 ligues par semaine, là, ça monte vite. Là. C'est pas long qu'on va atteindre le 1500-2000$ pour un setup de course versus les autres jeux qui coûtent rien ou pratiquement rien. Et c'est important de dire que ça les. Ben, tu sais, on s'entend que les autres jeux vont avoir une tour d'ordinateur qui va coûter entre 2000-2500 au bas mot. Donc là, s'il faut que tu te rajoutes un rig, un bat simulateur, en plus avec le volant, les pédales et tout, la facture, elle grimpe assez vite, là, puis ça niaise pas trop. Ah, tu sais, je parlais pas du Fanatec de ce monde non plus, là. Tu sais, j'ai pas monté très haut. Ah non, je parle pas juste du Fanatec non plus, là. Là, on peut monter à 800, 1000$ juste du volant, puis on parle même pas du moteur, du moteur pour le volant, puis on parle de rien. Là. On parle juste du volant, là. Ça peut monter à des sommes astronomiques. Là. En effet, messieurs, et là-dessus, je pense qu'on va clore ça. On va regarder pour les prochains épisodes, parce que justement, juste cette partie-là, justement, du coût du sim racing, ça pourrait être un épisode à part entière à lui tout seul, et je veux qu'on y revienne très prochainement d'ailleurs, là, probablement. Je vous garantirai pour la semaine prochaine, ceux qui nous écoutent à la maison, mais quand même, on va y revenir assez rapidement. Ça, je vous le garantis. Deuxième point, j'ai un point ici, Setup Shop par Eric. Est-ce que tu as réussi à nous préparer un petit quelque chose là-dessus aujourd'hui? Absolument, donc on va vous passer ça à l'écran. Je voulais juste prendre quelques petits instants là, pour clore un peu le dernier petit sujet, où est-ce que ce qu'on aimerait voir, c'est un peu un aspect positif de ce que le sim racing a pu présenter. Oui, il y a eu des incidents. Oui, il y a eu des accrochages. Il y a eu des situations malheureuses. Mais il y a quand même eu des millions de téléspectateurs sur Fox. Il y a quand même eu des événements
autres qui n'ont pas eu le spotlight qu'ils méritaient d'avoir avec des pilotes professionnels. On pense au CEC, je pense à la CSRS, donc la Canadian Sim Racing Series organisée par Adam Ross de TSN et la famille Labrosse, l'ancien propriétaire de l'Autodrome Saint-Eustache avec Dark Horse Events. Donc, ce sont des événements qui méritent d'avoir une plateforme et une visibilité beaucoup plus importante. Et surtout, on est au Canada, on est au Québec, mettons donc l'emphase sur les pilotes qui viennent de chez nous. On parle, oui, on parle de Latifi qui a participé aux courses internationales. Bon, si on en parle, j'ai pas de problème. Mais il y a pas juste ces pilotes-là, il y a pas juste ces séries-là qui existent. Et des pilotes comme Alex Labbé qui sont en NASCAR, qui sont allés faire la grosse course et qui ont bien paru dans cette course-là, pourquoi qu'on n'en parle pas? Donc, c'est un aspect vraiment là qui me semble un peu, et c'est un cri de cœur là, qu'il faut que ça change. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Donc, je vais lancer de mon côté le petit visuel que j'avais préparé. Et vous allez me perdre pendant quelques instants du côté de ma caméra, mais vous me reviendrez dans quelques instants. Donc, voici un petit tutoriel concernant la répartition des freins, qui est un ajustement qui est disponible de façon générale sur tous les simulateurs voyez, ou même jeux. Même les Simcade vont promouvoir la répartition des freins. Et je voulais vous expliquer un peu c'est quoi la répartition des freins et comment ça fonctionne? Bon, de façon générale, le commun des mortels va comprendre. Si je mets 50% des freins, je vais avoir une répartition égale, mais je vais pouvoir choisir de mettre plus de freins à l'avant et d'avoir un effet particulier. Bon, qu'est-ce que ça fait réellement et pourquoi c'est une des configurations qui est généralement libre, même si on est dans une configuration fixe sur des simulateurs comme iRacing ou Assetto Corsa. C'est basé sur le centre de gravité et évidemment la performance des freins. Le centre de gravité, bon, tout le monde sait c'est quoi, c'est l'endroit où se situe la masse de votre véhicule et de façon générale, dans des voitures de formule, elle est située plus vers l'arrière de la voiture. Si je pense à un stock car, elle est située plus vers l'avant puisque le moteur, bon, est à l'avant, c'est la pièce la plus lourde de la voiture. De façon générale, lorsqu'on accélère, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? C'est que notre centre de gravité va passer vers l'arrière. Il va pousser vers l'arrière, ce qui va amener plus de traction vers les roues arrière donc, avec une voiture à propulsion. Ce qui fait qu'en général, lorsqu'on a ce qu'on appelle du power oversteer, où on a la difficulté à contrôler, c'est justement qu'on a du glissement sur les roues arrière.
Je suis pas allé avec un sujet le plus rock'n'roll sur la Terre. J'étais allé avec quelque chose que tout le monde connaît de façon générale. Mais plus on va avancer dans les balados, plus on va pouvoir aller chercher des éléments techniques, des éléments de plus en plus complexes pour garnir notre coffre d'outils et devenir meilleur dans l'ajustement des voitures. Oui, donc, je m'excuse, on a un petit peut-être technique de mon côté. Je vois encore le stream qui est terminé, donc malheureusement, les affaires sont un petit peu problématiques sur la balado, mais on va y revenir prochainement. Je vais lancer ma caméra à l'instant, ce qui devrait, voilà, non, ça règle malheureusement pas le problème, parce qu'en fait, de notre côté, on voit toujours 5... Bon. Bref, on n'expliquera pas ce qui se passe à la maison, là, mais voilà, on a quelques petits problèmes on va essayer de les régler au courant d'ici la fin de l'épisode. Mais bon, on en apprend tous les jours avec ce logiciel. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, on le voit partiellement tout le monde. Mais bon. Donc, troisième sujet qu'on va présenter maintenant. Donc, c'est un sujet un peu plus... je dirais pas terre à terre, mais un peu plus intéressant avec tout ce qui s'est passé récemment. La silly season, ou le mercato, comme tu aimes l'appeler, mon cher Pierre-Luc, de la Formule 1 qui bat son plein. Tout a commencé évidemment avec la nouvelle qu'on a su cette semaine, comme de quoi Sébastien Vettel et Ferrari, c'est terminé. Donc on a un divorce qui a été consommé de ce côté-là. Et rapidement, la machine à rumeurs s'est emballée. Et aujourd'hui, on a su que Carlos Sainz finalement a été signé par Ferrari pour faire un peu le Rubens Barrichello de la place, c'est-à-dire être un bon deuxième pilote. Ce qui a fait en sorte qu'on a libéré un siège chez McLaren. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait du côté de McLaren? Ben, on est allé signer nul autre que Daniel Ricciardo pour assister Lando Norris. Daniel Ricciardo, qu'on se rappellera, a un peu fait des petits commentaires en conférence de presse qui étaient très drôles à Lando. Vous irez voir de quoi je parle si vous rentrez de Lando Norris, Daniel Ricciardo. Vous allez comprendre. Allez voir ça sur Google, sur YouTube quand cet épisode sera terminé. Et on a également, donc, ça veut dire qu'il reste un siège chez Renault à combler. Oui, ben en fait, juste à titre informatif, Oli, on me souffle à l'oreille que si tu cliques sur fermer le stream sur le cinquième carreau qui est dans ton écran, ça va régler le problème. Ça règle le problème, merci beaucoup, mon cher. Comme je disais, on apprend le logiciel. Hein? oui, c'est ça, exactement. Je dirais que là, actuellement, bon, j'ai fait des petits calculs très rapides. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Ce qu'on a actuellement pour ce qui est de ce que moi j'appelle la mercato, parce qu'en 2021, ça risque de brasser énormément. Content que Ricciardo a son volant chez McLaren et que Carlos Sainz a son volant chez Ferrari. Il y a actuellement 11 sièges de libre pour la saison 2021. Évidemment, comme je dis, il faut prendre ça avec un grain de sel. Pourquoi? Bon, je parlais ça avec la coupe salière, personnellement, qui est à côté de toi. Là, mais... ouais, exactement. Ben, pourquoi je dis qu'il faut prendre ça avec un grain de sel? C'est qu'il faut considérer là-dedans que AlphaTauri, que les 2 sièges qui sont libres actuellement, c'est des pilotes qui sont renouvelables à chaque année, dû au fait que soit qu'on va les garder, soit qu'on va prioriser d'autres pilotes dans la filière de Red Bull. Donc, tout dépendamment, ça c'est 2 sièges qui sont... on pourrait mettre un astérisque dessus, là. Si on va au niveau des écuries de pointe, Mercedes n'a aucun pilote signé pour 2021. Donc, Hamilton et Bottas, Bottas, lui, c'est un contrat renouvelé annuellement, dans son cas, mais il n'y a aucun des 2 pilotes qui sont là pour 2021. Donc, ça peut être intéressant. Mais en fait, on ne sait même pas si Mercedes va être de retour. Et voilà. Ouais. Donc, il y a peut-être ça qui joue en ligne. Dites-vous qu'avec 2 voitures Mercedes différentes sur la grille en 2020... Ouais. Déjà. Ça, je vais y venir. Et peut-être 3, là. Faut pas compter non plus la Mercedes rose, mais la Mercedes orange aussi. Là. La Mercedes orange, oui. Là, faut pas l'oublier, celle-là. Si on considère évidemment que Carlos Sainz a signé chez Ferrari, on va avoir évidemment les conférences de presse très prochainement, mais généralement quand la BBC sort des nouvelles de cette façon-là... Ça a été officialisé aujourd'hui, mon cher Pierre-Luc. Ça a été officialisé? Bon, ben parfait. Ça a été officialisé, c'est juste la longueur du contrat qui n'est pas officielle. On parle de 2 ans, mais c'est encore au stade de rumeur. Même chose pour Ricciardo, ça a été officialisé aujourd'hui, mais on ne sait pas la longueur du contrat. La durée des contrats, parfait. Bon, on peut considérer qu'ils sont là maintenant. Ferrari, les 2 pilotes sont signés pour 2021. Charles Leclerc a un contrat actuellement qui le lie avec Ferrari jusqu'en 2024. Donc, pas trop de problèmes à ce niveau-là. Pour ce qui est de Red Bull,
Verstappen a signé cette année un contrat qui le garde en place jusqu'en 2023. Mais il y a quand même un siège de libre, puisque c'est Albon qui a le siège actuellement. Puis, vu qu'il faisait partie de la filiale de AlphaTauri, la filiale de Red Bull, il avait un contrat d'1 an. Donc, on lui a donné un autre contrat d'1 an pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter à l'écurie, parce qu'on peut pas vraiment se fier sur... on peut se fier sur la fin de la saison, mais on préfère dire de lui donner une saison complète. Alors, évidemment, ce qui s'est passé avec la COVID-19, c'est un peu tombé à l'eau. Mais on verra qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Chez Renault, on a Esteban Ocon, évidemment, qui avait signé pour 2 saisons. Donc, lui, il est signé jusqu'en 2021. Et on a un siège de libre. Donc, j'ai hâte de voir quel pilote pourrait se ramasser chez Renault. Oh, la machine à Uber qui s'est emballée. On va te laisser compléter, là, mais j'ai quelques noms de mon côté. Chez McLaren, considérant que Ricardo a signé, donc ce qui est officiel maintenant, là, comme tu m'as confirmé tantôt, on a un siège de libre, mais encore là, à prendre avec un grain de sel, c'est Lando Norris qui va probablement renouveler son contrat avec McLaren. De toute façon, on s'entend que pour Lando Norris, on a besoin d'un grand frère. On l'avait déjà avec Carlos Sainz. Eh bien, on va en trouver un autre. Donc, Mais c'est tout un. Et messieurs, je tiens juste à préciser, tellement qu'ils sont bonasses, et on le voit avec le Sky Sports, le diffuseur officiel de la F1, à quel point les deux peuvent être bonasses. Sincèrement, là, ceux qui aiment faire des memes ou des gifs vont être royalement gâtés en 2021 avec ces deux-là dans la même équipe. Bref, 2021, Meme Laren Mercedes. Je tiens à le mentionner. J'espère que Lando Norris va s'habituer au goût du champagne dans une botte. Ouf! Oui! Oh! J'en phobie déjà. Je voulais pas mentionner celle-là. Pour continuer, Racing Point, les deux pilotes, évidemment, sont signés. J'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Perez a un palmarès des plus intéressants avec Force India, Feu... Non, je t'arrête tout de suite, là. Voyons, Perez a un contrat avec Force India parce qu'il a aidé à Lawrence Stroll d'acheter... et ses partenaires d'acheter l'équipe Racing Force India. Si c'était pas ça, Perez aurait pu partir sauter bien avant ça. Perez, c'est le Pedro Paolo Diniz des temps modernes. Ah non, quand même pas. Non. C'est quand même meilleur que Pedro Diniz, s'il te plaît, là. Non, il n'y a pas le même talent, mais il apporte l'argent. Ouais, c'est parce que c'est pas lui qui amène l'argent, c'est plate à dire, mais c'est un peu l'autre c'est côté de l'équipe qui amène l'argent. Maintenant, oui. Ça, je suis d'accord. Là, c'est là que je voulais en venir aussi. Lance Stroll, quand même qu'il y aura un contrat jusqu'en 2020, on s'entend que, vu que papa est là, il n'y a pas grand chance qu'on le voit partir de chez Et d'ailleurs, Pierre-Luc, Point. on parle de Force India, on parle de Racing Point, le nouveau nom qu'on devrait utiliser, parce qu'encore une fois, j'ai hâte d'entendre les commentateurs anglais dire Force India Racing Point, alors que le vrai nom de l'équipe devrait être Aston Martin. Aston Martin, exactement. J'ai vraiment hâte de voir en 2021. En 2021, pas cette année, là. Donc, des Mercedes cette année, il y a 16 ans. Ouais. Oui, mais dites-vous, ça va être des Mercedes vertes en 2021. Oui. Ah. Oh là là. Comme je disais tantôt, AlphaTauri, évidemment, les deux sièges sont libres, mais pour les raisons qu'on connaît. Alfa Romeo, les deux sièges sont libres pour la prochaine saison. Évidemment, Kimi Raikkonen, qu'on s'attend probablement à ce qu'il prenne sa retraite. Là. Il va avoir 41 ans cette année, donc on ne sait jamais. On connaît notre Iceman national. On pourrait lui demander s'il y a du fun dans son vaisseau de la F1, il répondrait « Bon. » Exactement. Et Antonio Giovinazzi, qui était peut-être le prochain pilote Ferrari, finalement, on a décidé de sauter sur l'occasion avec Carlos Sainz. Lui n'a pas de contrat pour 2021 pour l'instant. Je te ferai pas de cachette là-dessus, Pierre-Luc. Giovinazzi, avec les performances l'an dernier chez Alfa Romeo, pas brassé la soupe, il n'a pas mis son nom dans les discussions non plus. Là. Ça a été une saison difficile. Il s'est fait largement déclasser par un Raikkonen en fin de carrière. Ça n'a pas été l'occasion d'éclore là, pour Giovinazzi. Est-ce qu'il va revenir en Formule 1? J'ai mes doutes. Est-ce qu'il peut retrouver un paquet en Formule 2? Peut-être. Mais encore une fois, c'est rare de voir des pilotes de redescendre de la Formule 1 à la Formule 2. Et il va te rester, William. Je vais te laisser terminer ton analyse, Pierre-Luc, mais je vais vous lancer une perche qui va vous sembler un peu intéressante. Il faut dire aussi que Alfa Romeo n'avait pas la voiture là, l'année dernière, là, on s'entend. Là. Ils ont eu quelques résultats notables, mais... De la part de Raikkonen.
de la part de ça. Raikkonen. C'est ça, mais c'était sans plus. Là. Puis, il reste 2 écuries. Vous avez Az. Et là, j'ai bien hâte de vous entendre là-dessus. Les 2 pilotes n'ont pas de contrat pour 2021. C'est-à-dire... Hey, mon père Grosjean! Ah oui. Avec ce qui s'est passé l'année dernière, puis un peu l'ensemble de l'œuvre, là, moi, j'ai vraiment... C'est pas le genre de pilote que j'aime vraiment. Après, surtout avec le début de carrière qu'il y a eu en Formule 1. Il y a un Grand Prix qui me vient à l'esprit, là. Oui, Belgique. Le dernier Je pilote dirais à pas avoir l'année, je vais me tromper. Le Demolition Derby de Belgique. La dernière année où... en fait, c'est le dernier pilote qui a été suspendu. Je corrige, il n'était pas avec Az à cette époque, mais avec Lotus. Avec Oui, Lotus. avec Lotus, oui. Les mêmes couleurs de voiture, par contre. Exactement. Vrai. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, puis Magnussen, c'est pas un mauvais pilote, mais c'est pas le pilote le plus apprécié des paddocks. Il y a un style de pilotage, là. Vous en parlerez à Fernando Alonso. Il va pouvoir vous le dire, entre autres, il y a quelques années. Il a eu assez agressif. Il a eu un gros accrochage avec Gunther Steiner lors du Grand Prix du Canada où il s'est plaint lors de la course de la voiture qu'il avait démoli en Q2. Donc, littéralement, à ce moment-là, j'en étais convaincu que Magnussen, sa saison était terminée, que ça allait se terminer à cet instant-là pour ce pilote et qu'on ne le reverrait pas en Formule 1. Ah, mais pas juste se plaindre. J'ai été surpris. Il se plaignait pas juste par rapport à la voiture, il se plaignait en plus des mécanos qui ont travaillé toute la nuit pour réparer la voiture. Le char, la voiture qui avait lui-même brisé. Oui. Puis c'est pas juste ça. Là. Il y a aussi le fait que il a scrappé le temps à Grosjean qui s'en venait avec un temps qui avait du bon sens. Parce que lui, il arrivait derrière, puis il y a eu un drapeau jaune qui est devenu un drapeau rouge là, à la fin. Là. Fait qu'au final, il a brisé les 2 temps que Haas pouvait faire dans cette séance de qualification-là. Mais c'est débile, là. Moi, c'est pour ça que je pense sincèrement, on a le choix entre les deux. Ça va prendre quelqu'un de stable au sein de l'écurie. Moi, je m'attends à ce que Romain Grosjean reste malgré tout avec Haas. Et à ce moment-là, si on n'a pas de pilote américain qui est prêt au niveau de Haas, de probablement aller chercher un vétéran qui roule encore ou qui a roulé dans la Formule 1. Je pense totalement, peut-être, et je dis peut-être, un certain Nico Hülkenberg. Ce serait pas une option très intéressante. Si on n'a pas d'Américain au niveau de Haas, moi, si Gene Haas voit qu'il n'y a pas d'Américain qui est prêt à faire le saut en F1, avec les rumeurs que j'ai vues chez Renault, mon cher, ça serait logique. Ça pourrait être logique. Parce que Hülkenberg est le genre de pilote qui est charismatique, fait pas trop de bruit, qui aime, qui est tout le temps souriant, tout. Donc, il y a une facilité au niveau de l'exposition médiatique qui est accrocheur, qui va être bon pour des commanditaires, qui peut l'être moins, par exemple, dans le cas d'un Kimi Raikkonen, où on s'entend, lui, il est là pour la F1, pas tant pour le côté marketing. Alors, à ce niveau-là, un pilote comme Nico Hülkenberg peut être réellement intéressant pour une écurie comme Haas. Mais en revanche, il a une des statistiques les moins glorieuses de la Formule 1, c'est-à-dire le plus grand nombre de courses courues sans podium. Sans podium. Mais on parle d'un vainqueur du Mans. On parle d'un vainqueur overall du Mans. Oui. Mais, messieurs, il y a un autre aspect aussi qui serait très ironique, c'est que le pilote qui a sorti Hülkenberg de la Formule 1 à Abu Dhabi, c'est un certain Romain Grosjean au virage numéro 3. Ouais. Il l'avait envoyé sur le protecteur de la bouche d'entrée d'air, et je me souviens de Hülkenberg qui disait I'm hanging air like a cow, get me out of here. Malheureusement, ça fait sa dernière course en Formule 1 pour Hülkenberg. Donc, d'aller chez Haas, dans le baquet du pilote qui l'a sorti, serait quand même très ironique. Et il y a une petite histoire en plus entre Magnussen et Hülkenberg. On s'en rappelait, il me semble que c'était en Hongrie il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a un pilote qui n'a pas une histoire avec Magnussen? Bon point, c'est ça l'affaire. Ouais, tu marques un excellent point. Même avec son coéquipier, là, il y a eu des... Je me rappelle, est-ce que c'est l'année dernière à Barcelone? En Chine. Toute la saison. Chine, Grosjean au 6e tour en Chine a eu la consigne d'équipe de laisser filer son coéquipier et il a dit "Come on guys, it's lap 6." Oui, il y avait ça, mais il y a aussi, je pense que c'est pendant les essais je pense que c'était pendant les essais. Ils ont manqué de se rentrer dedans, les deux. Non, c'était pendant la course. Ils ont manqué de se rentrer dedans dans le virage numéro 1. Puis c'est Gunther Steiner qui a pris le dessus en disant que venez me voir à la fin de la course, là, on va s'expliquer. Oui, Barcelone, c'est ça, c'est Barcelone. Je pense que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, Magnussen, là, j'ai un petit peu de misère à croire qu'il va peut-être se retrouver un volant en Formule.
Bref, il nous tu reste peux donc la voiture de Formule 2. Oui, la fameuse Williams. Formule 1.75, s'il te plaît. Oui. Ah, puis je veux juste ajouter un petit point pour Haas. Faut pas oublier aussi que Haas est un peu dans le même bateau que Mercedes. C'est-à-dire que Gene Haas est pas encore sûr de vouloir investir encore en Formule 1. C'est encore nébuleux, là. Tout ça, là. En plus, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, là, j'ai qu'à penser à Rich Energy. Il y a des trucs, là, il y a des trucs à éclaircir là, du côté de Haas. Puis pour terminer mon segment, Williams, les deux pilotes qui sont là, évidemment, là, qui sont George Russell et Nicolas Latifi, sont signés, bien sûr, là, pour la saison 2021, sans trop de problèmes. Donc, ça donne un total actuellement de 11 sièges de libre, techniquement, pour la saison 2021. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, et d'ailleurs, moi, je vais lancer la discussion là-dessus. On va avoir une dizaine de minutes, je pense qu'on va en avoir en masse. Après ça, on mettra fin à cette première édition. Mais 3 rumeurs que j'ai vues aujourd'hui par rapport à ça. Mercedes serait intéressé au service de Sébastien Vettel. Qui ne le serait pas. Ouais, mais considérant une équipe avec 10 championnats... Vettel n'a jamais été capable d'être un numéro 2. Justement, du côté de Mercedes, la question par contre qu'on veut voir, c'est est-ce qu'on va pouvoir, si on va vraiment chercher Vettel, est-ce qu'on veut 2 numéros 1 qui vont se battre un peu comme on a vu avec entre Rosberg et Hamilton, ou bien est-ce que les deux vont mieux collaborer parce que justement on a vraiment on sent une certaine chimie entre les deux pareil en conférence de presse, malgré qu'on disait ça aussi entre Rosberg et Hamilton à l'époque. Donc maintenant, est-ce que je vais dire un point. Si tout avait été comme ça devait se passer, et on sait que des fois dans la vie, il se passe jamais rien comme on voudrait. D'ailleurs, on est dans la preuve en ce moment. Mais si Hamilton aurait pu gagner son 6e championnat, j'ai-tu une boutade, ou son 7e championnat des pilotes? Son 7e. Cette saison, son 7e. Cette saison, ok, excusez. Je pensais qu'on faisait une référence à sa première saison. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour Mercedes d'amener Vettel. Parce que là, tu fais rentrer Hamilton véritablement dans la classe des grands. Et c'est là qui est peut-être là le problème. Tu dis, est-ce que si cette année, le championnat ne compte pas comme un vrai championnat du monde, est-ce que tu veux peut-être venir bousiller la chance d'Hamilton d'aller chercher un 7e titre? Ça paraît niaiseux, mais ce sont tous des aspects au niveau de commandite, au niveau marketing, qui viennent rentrer en ligne de compte, même si on va diminuer les masses salariales des écuries. Il y a quand même un aspect qu'il ne faut pas oublier, messieurs, c'est que Vettel n'a pas nécessairement la meilleure pas relation, mais réputation d'être un bon coéquipier. Il a débuté sa carrière chez BMW Sauber avant de transitionner vers Toro Rosso et Red Bull. Chez Red Bull avec Mark Webber, ça n'avait pas été un spectaculaire. Là. Hashtag multi 21 Seb. Mark Webber va s'en souvenir assez longuement. Il a transféré de Red Bull alors que Max Verstappen est rentré. Et Max Verstappen et lui, deux personnalités complètement différentes. La scission s'est produite. Vettel se ramasse chez Ferrari où il est le clair numéro 1. Et je viens de dire le mot parfait. Leclerc rentre dans le portrait. Et tout d'un coup, Vettel n'est plus numéro 1. Il fait une grosse erreur à Bahreïn en spin me right around à la chasse de Hamilton. Une saison désastreuse de son côté. Le désastre qui a été son Grand Prix d'Allemagne, et c'était pas cette année, mais l'année dernière, corrigez-moi. Oui, en 2018, avec 26 tours de piste à faire, si je ne me trompe pas. Ce désastre-là et les erreurs continuent de son côté, même si Leclerc a pris le mur en qualification à Baku, malheureusement, Vettel, son temps était fait chez Ferrari, et bon, on va dire que les stratégistes ne l'ont pas aidé non plus. Reste que si Vettel va ailleurs, il doit être le numéro 1. Sinon, c'est un gros point d'interrogation s'il se fait positionner dans une position de... je vais prendre un terme de jeu vidéo, equal status, d'un statut équivalent, ou je m'excuse, tu ne verras jamais Vettel comme numéro 2. Là. Mais il n'est pas à ce stade-là de sa carrière. C'est pas un Raikkonen. Là. Il ne peut pas se placer comme numéro 2 et dire qu'il va être le mentor d'un futur pilote. Vettel a encore des victoires dans le corps, il a encore de la performance qu'il peut offrir. Et je vais vous lancer la petite perche que je vous ai lancée tout à l'heure, à défaut que ce point-là soit couvert. Le marché des pilotes autonomes de la Formule 1 est extrêmement intéressant puisque
souvent, on regarde l'écosystème de la Formule 1. On est conscient qu'il y a peut-être quelques pilotes de Formule 2, même si en ce moment, malgré le Formule 2 a été très dégarni dans les dernières années. Là, les Norris, les Russell, les Latifi ont déjà été gradués. Il reste à mes yeux un Mick Schumacher qui va peut-être un jour se faire une place, mais c'est par son nom et plus par ses performances. Mais là, je vous ouvre une porte, messieurs. Il y a une ligue en ce moment qui existe qui s'appelle la Formule E. Et un certain Jean-Éric Vergne, qui est double champion de cette série-là, pourrait-il faire un retour en Formule 1? Non. Je crois pas. Non. C'est trop différent. Non. Les deux ligues. Et Jean-Éric Vergne est venu planter la Formule 1 en plus au cours de l'entre-saison en disant c'est un monde complètement à part, c'est déconnecté, je me plais bien en Formule électrique, on est prêt de tout le monde. Je serais énormément surpris de voir Jean-Éric Vergne faire un retour en Formule 1. J'ai nommé Vergne, mais est-ce que d'autres pilotes aussi de la Formule 1 pourraient refaire un saut? Non, moi je vais pas la Formule 1, mais ça me permet de faire un segue vers l'autre rumeur que j'ai lue aujourd'hui. Un troisième retour d'Alonso chez Renault. Ah ben jamais 203. Hein? Ouais, j'ai lu ça et apparemment, ils sont à pour parler. Ouais, ben ça... ça viendrait brosser les cartes en maudit, là. Oh que oui. Il va avoir 40 ans, si je me trompe pas, l'Alonso. Il doit être à 39 actuellement. Évidemment, s'il le fait, c'est sûr oui. qu'il va y avoir une clause Indy 500. Ça, on s'en cachera pas. pas. Oui, ça c'est clair. Il va vouloir y retourner. D'après moi, il a pas l'air de vouloir faire une saison complète en IndyCar. Donc, faire le traitement Mansell, ça l'intéresse pas tant. Mais d'aller faire l'Indy 500 en plus de cette saison avec une saison avec Renault, si Renault est vraiment désespéré, il ne trouve personne vraiment. Exemple, un Vettel, je le vois pas aller chez Renault. Malheureusement, là. On parle quand même d'un quadruple champion du monde. Il ira pas dans le midfield. Honnêtement. Ricardo a essayé de le faire et on voit ce que ça a fait. Il est retourné chez McLaren. McLaren est pour moi le clair, la quatrième écurie la plus presse du trio de tête. Oui. C'est sûr qu'en mettant Mercedes l'année prochaine, watch out. Et en plus, tu sais, Ocon est quand même là chez Renault, un peu par défaut. Parce que tu sais, Ocon aussi, éventuellement, là, va devoir avoir sa chance parce qu'on s'entend que lorsqu'il a fait sa saison avec Sergio Perez, il manquait un peu de maturité, mais il était en mesure d'accoter facilement au niveau des performances Sergio Perez. Alors, tu sais, il y a Ocon aussi qui rentre en ligne de compte. On parlait d'Esteban Ocon, juste pour finir ce qu'on disait là, plus tôt. Là. Esteban Ocon, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dans sa clause de contrat avec Renault, mais moi, je tiens à vous dire que c'est le poulain à Toto Wolff. Et voilà. Fait que, tu sais, on parlait des rumeurs là, chez Mercedes. Ocon et Mercedes, c'est terminé. Ils ont tout brisé. Il n'y a plus de lien entre Ocon et Mercedes présentement. En fait, c'est une faveur que Toto Wolff lui a fait de dire ok, oui, tu peux aller chez Renault, tu as un contrat avec eux, parfait, vas-y, parce que chez Mercedes, présentement, tu n'as aucune chance de pouvoir percer. Il y a un certain George Russell qui s'en vient derrière toi, et je suis même surpris en fait qu'il n'ait pas promis au niveau numéro 2. D'après moi, on doit attendre qu'Hamilton s'en aille pour le promouvoir. Ah, ça, je suis d'accord. Considérant ça, oui, là, je suis totalement d'accord. À mes yeux, Russell a encore besoin de millage un peu avant de graduer chez Mercedes. Il y a ça, puis il y a beaucoup du fait aussi que Mercedes était à l'aise avec les pilotes actuels. Évidemment, Hamilton, pas besoin de vous dire que étant quintuple champion du monde chez Mercedes, bien sûr, on va renouveler le contrat assez vite avec lui. Là. Puis Bottas, c'est quand même un très bon pilote numéro 2. On voudrait saluer James en passant... qui doit nous écouter probablement. Et pour la deuxième fois dans l'histoire de ce podcast, on fait F, mesdames et messieurs. Donc, voilà. En fait, la seule place que je verrais Vettel, c'est chez Mercedes. Sinon, Vettel va juste se retirer. En fait, il y pensait déjà, parce qu'on a vu certains commentaires là, depuis quelques temps, penser déjà avec le fait qu'il y a un troisième enfant. Ça semblait moins vouloir être de ce côté-là, justement, de la course automobile. Et bien, peut-être qu'un retrait finalement anticipé pourrait arriver dans son cas. Et ça, encore une fois, ça va venir rebrasser les choses parce qu'il reste quand même présentement l'agent libre le plus en vue. Et est-ce qu'on va le voir en F1 d'ici 12 mois? La question se pose. Vettel n'a plus rien à prouver aussi, dans mon livre à moi. Là. Quadruple champion du monde de 2010 à 2013, si je ne me trompe pas, avec Red Bull. Oui, exactement. Tu connais tes dates, toi? Ouais. 41 victoires, 42 victoires en carrière.
C'est un pilote qui n'a plus rien à prouver, qui a plusieurs dizaines de millions de dollars dans son compte de banque. Donc, évidemment, je le comprendrais que la santé passe avant la course automobile. Rendu là, peut-être qu'à la limite, s'il veut vraiment le faire pour l'amour du sport, ben, il va faire un peu comme Raikkonen, puis se retirer dans des écuries un peu plus modestes, comme Alfa Romeo. Ils ont des sièges de libre pour la saison 2021. Moi, je vois plus un Mick Schumacher de ce côté-là qu'autre chose, mais en tout cas. Je verrais personnellement, on s'entend que les pilotes de Formule 1, quand on dit le mot retraite, ça veut généralement pas dire grand-chose, sauf lorsqu'on s'appelle Nico Rosberg et qu'on le fait avec le championnat du monde. Là, ça a voulu dire de quoi. Mais je pense à un Alonso qui a repris sa retraite peut-être 2 ou 3 fois. Il y a des pilotes là, qui vont annoncer leur retraite et qui vont avoir l'occasion de revenir lorsque ça va se présenter. Et pour Vettel, ben, si c'est la retraite de la Formule 1, allô l'endurance, allô toutes les autres opportunités qui vont lui être présentées. Si le DTM décide d'aller chercher Sébastien Vettel, qui est un Allemand, faut pas oublier ça, ça serait tout un coup pour eux. Là. Ben, c'est une des raisons pourquoi aller chez Mercedes reviendrait logique quand même au niveau de Vettel. Je veux dire, Renault, on était allé chercher Ocon, c'est pas pour rien. Vraiment, la fierté française, le patriotisme français, le chauvinisme français même, on pourrait dire, qui est revenu et il fallait un pilote français. Donc, on était allé chercher Ocon. Maintenant, Mercedes, quand on est revenu en F1, on voulait à tout prix un pilote allemand. On en a eu 2. On s'entend là-dessus. Et depuis que Rosberg est parti, on n'en a plus. Rappelez-vous, Toto Wolff, on est quand même un petit peu allemand. Je vous dis ça de même. Donc, on va vouloir aller chercher un pilote allemand éventuellement. Et il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Il est prêt, il est disponible, il est là. C'est le seul endroit, je le répète, c'est le seul endroit qui peut aller, sinon c'est la retraite pour Vettel. Ben, c'est ça. Là. Sinon, c'est purement de l'amusement, puis il va aller courir ailleurs, mais je pense pas que ça soit vraiment dans son... Je pense pas que ça soit vraiment dans lui, cette façon de penser-là de la Formule 1. Là. C'est un gars qui veut gagner, puis gagner, puis gagner. Mais là, actuellement, ben là, avec ce qui s'est passé avec Ferrari l'année dernière, et avec la COVID-19, ben ça va changer bien des plans dans son cas. Voilà. Là-dessus, messieurs, eh bien, ça paraît pas, mais ça fait déjà 1 heure qu'on discute à travers cette balado. Donc, on va devoir mettre fin à cette première expérience, en fait. Je crois que... À voir à quel point on a eu du plaisir, je pense. Je vois les 4, on est encore tous là et à l'écoute. Donc, vraiment, je pense qu'on a apprécié. On devrait vous revenir. Donc, si vous avez apprécié d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vais faire mon classique YouTube, le petit pouce bleu et tout ce qui vient avec. Donc, subscribe aussi, s'abonner à la chaîne, c'est super important pour. Et pas juste subscribe, mais aimer la page aussi. Je vois beaucoup. On en a vu beaucoup là, qui ont fait tout simplement s'abonner, mais vraiment venir aimer la page. Ça va nous aider aussi. Et évidemment, ça va vous garder au courant de toutes les actualités de SFTV. Pas juste les actualités qui peuvent apparaître plus en haut parce que justement vous êtes abonné. Vraiment, vous allez avoir toutes les informations par rapport aux diffusions de SFTV, y compris nos prochaines balados. D'ailleurs, la semaine prochaine, ça va être notre prochain rendez-vous. Et on vous invite d'ailleurs, si vous avez des noms à nous offrir pour cette balado, on vous invite. Le plancher est ouvert et... tu sais, gênez-vous pas, on prend les... Écoutez, le but de ce concept-là, c'est vraiment de parler de simulation de course automobile, mais aussi de parler de la course automobile réelle, si on veut, là, pour faire une petite distinction entre les deux. Donc, on veut que ça soit vraiment axé sur la course automobile des deux facettes, mais on veut aussi que vous soyez un peu impliqués, parce que le but là-dedans, on fait ça, oui, parce qu'on a du plaisir les 3 ensemble. Je sais pas de quel côté je suis placé, là, mais les 3 ensemble. Ben, les 4, en fait. Donc, les 4, ouais, mais ok. Les 4, là, excluant la personne qui parle, on s'entend. Donc, tu sais, on fait ça pour le plaisir, mais on veut rajouter quelque chose, là, peut-être une option qui existe peut-être un petit peu moins dans le domaine sportif québécois. Donc, gênez-vous pas, c'est autant c'est notre balado que c'est votre balado aussi. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Gênez-vous pas. On va avoir Oui, excuse-moi. Ouais, vas-y. J'allais plutôt dire qu'on allait avoir du très bon contenu là, dans les prochains jours. J'ai juste à penser à la Canadian e-Racing Challenge. Là, voir commenter ça, c'est complètement malade. Là. C'est des courses vraiment enivrantes du début à la fin. Là. Il y a de l'action mur à mur. Si je peux mettre mon grain de sel, il va y avoir les matchs de la finale de la NACL aussi qui vont être diffusés sur la SFTV. Notre ami Dominique Bolduc qui va animer s'il y en a le match numéro 7, mais avant tout, on va vous présenter les faits saillants du match numéro 6 très prochainement là, sur les ondes d'SFTV. Et merci Pierre-Luc de faire un segue là-dessus, puisque non seulement on aimerait avoir votre opinion sur le nom du podcast,
mais également s'il y a des sujets de discussion que vous aimeriez que l'on couvre et également des sujets pour le fameux Setup Shop. Donc, vous avez un ajustement de voiture que vous trouvez nébuleux, que vous n'êtes pas certain. Bon, c'est sûr que si vous nous demandez de couvrir le high-speed damping ou la compression à haute vitesse des amortisseurs, il va peut-être falloir que je prenne quelques semaines pour me rendre jusque-là. Donc, c'est une invitation que je lance, évidemment, à ceux qui sont intéressés de me lancer vos propositions et on va pouvoir regarder cela. Et Pierre-Luc, il y a un petit sujet qu'on n'a pas couvert aujourd'hui, que la semaine prochaine, j'ai bien hâte de voir. Le NASCAR qui revient à l'action ce week-end. Oui, tout à fait. On va rouler sur le circuit mythique de Darlington et on va le faire du côté de la COP à 2 reprises, soit dimanche et mercredi, si je ne me trompe pas. On va y aller avec un calendrier condensé. Là. Je pense pas qu'on veuille vraiment faire de compromis là, pour ce qui est des du huis clos. Du huis clos, là. Bien sûr, mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart de cet argent-là, ils la font avec les droits de télévision. Donc, le NASCAR, ben, ils ont tous les droits qu'ils veulent pour essayer de faire rouler leur business. Puis c'est tout à fait normal, je crois. Puis ça s'écoute bien quand même à huis clos des courses de NASCAR. Ben, ce qui est surprenant, c'est qu'après que la WWE ait eu, je vais dire des fiascos parce que c'est leur plus basse cote d'écoute depuis de nombreuses années en ce moment avec leur spectacle, et le UFC qui a eu quand même un bel événement, le UFC 249, ben, ultimement, ça ouvre les portes. Là. On se rend compte que, bon, on est capable de faire ça, donc on devrait être capable de faire ça. On joue au jeu des comparaisons, puis on se rend compte assez rapidement que si l'événement est fait de façon sécuritaire, il n'y a rien qui empêche de le faire. La proximité de 2 mètres dans une voiture de course, je pense qu'elle est respectée tout le temps. C'est plus au niveau des écuries et des équipes et de la préparation du voyage que là, ça devient un peu plus risqué. Puis ça reste un COVID-19 risque de tenir ces événements-là, mais j'ai hâte de voir comment le NASCAR va s'en tirer. Justement, le problème qu'on a ici, c'est que dans le paddock, toutes les équipes se parlent. Donc, de mes 2 mètres, est-ce qu'il va être respecté? Ça, je le sais pas. Tout ce que j'ai peur, en fait, on va savoir dans 2 semaines. Vraiment, savoir qu'est-ce qui va... Au final, est-ce que ça a été une bonne idée ou non? C'est pas compliqué. C'est pas le 17 mai qu'on va le savoir. C'est plate à dire. C'est le 31 mai. Ou le 1er juin. Et c'est là qu'on va savoir si c'est une bonne idée ou non. Moi, ce qui donne une chance à NASCAR, c'est qu'on reste près des quartiers généraux des équipes. Ça donne une grosse chance aussi à ce niveau-là. Ça aide, là, effectivement. Puis juste avant de terminer, Olivier, je veux juste faire un remerciement rapidement à un de tes commanditaires actuellement sur le Canadian Racing Challenge. En fait, c'est pas un commanditaire, c'est même l'organisateur, si j'ai bien compris. C'est l'organisateur, donc Apex V2R. J'aimerais les remercier, puisque j'ai acheté ce beau volant sur leur plateforme, et ils étaient les seuls à l'avoir de disponible. Avec ce qu'on avait parlé en début d'émission, avec la COVID-19, pratiquement tout le monde s'est grillé de ce genre de volant-là. Puis c'était les seuls à l'avoir en stock, je l'ai eu en 3 jours. Donc, avec des délais très, très, très raisonnables. Fait que j'aimerais les remercier personnellement sur le podcast. Là. Vraiment, là, j'ai eu un très, très bon service. Imaginez-moi, pendant ce temps-là, j'attends des pièces pour améliorer l'ordinateur qui sert pour les streams et ça fait une semaine que j'attends les pièces. Donc, comme quoi, tout est dans le tout. Mais on va officialiser aujourd'hui comme de quoi les pièces allaient partir. Donc, oui, étaient parties. Donc, normalement, on devrait pouvoir améliorer tout ce qui est diffusion, malgré qu'on a eu quelques petits pépins techniques, mais on appelle ça de l'inexpérience avec Discord, mesdames et messieurs. Donc, voilà, je prends les responsabilités qu'il faut. C'est comme ça que ça marche. Donc, merci beaucoup, messieurs. C'est pour une première expérience. Vraiment... j'ai apprécié, j'espère que vous avez apprécié vous autres aussi, et vous également à la maison. On va essayer de mettre ça sur une plateforme comme Apple Podcast. Malheureusement pour le premier épisode, ça risque d'être plus compliqué un petit peu, mais quand même c'est toujours disponible en VOD sur Facebook, donc vous pouvez venir voir ça en tout temps, n'importe quand sur notre page, pour ceux qu'on vous dit de venir aimer la page, vous abonner. C'est pas pour rien, vraiment vous allez pouvoir revoir et tout. Et donc là-dessus, eh bien, mon nom personnel, Olivier Turcotte, ainsi que mes 3 collaborateurs, Éric Audodapo, Pierre-Luc Dallaire, ainsi que Carbonneau. Merci beaucoup d'avoir été présents et on se retrouve pour ceux qui voudraient bien demain pour du Assetto Corsa Competizione. Donc GT3 Challenge en direct de Bathurst en Australie. D'ici là, portez-vous bien tout le monde et à la prochaine. Salut!